Dans la conférence Ouest, on va d'abord aller au plus chaud. Hier soir, CJ McCollum a été incroyable et a réussi à qualifier Portland au 7e match de cette série face aux Denver Nuggets. Un match au bout du suspense lui aussi, 100 à 97. 37 points pour CJ McCollum. On va en parler encore une fois très profondément. On va parler aussi de la gestion du temps de jeu de Nikola Jokic par exemple et des raisons d'une défaite qui s'est jouée à très peu de choses. Je viens de voir dans les commentaires que Yann nous regarde. Merci Yann de nous laisser un petit peu de temps. N'hésite pas à commenter, on prend tes commentaires. Alors Erwan, la première chose qui nous vient en tête, c'est évidemment CJ McCollum qui était merveilleux. Magnifique, merveilleux. Somptueux, fantastique. Ouais. On peut faire tous les synonymes. Début de match, première mi-temps dramatique des Blazers. Et c'est lui déjà qui les tient. Alors on n'imagine pas encore qu'il va faire un match incroyable comme ça, avec une fin aussi héroïque. Mais déjà en première mi-temps, c'est lui qui les tient. C'est lui qui les laisse à flot. Parce qu'il y a moyen que sur le niveau de jeu proposé par les Blazers, ils soient à moins 25 à la mi-temps déjà. Exactement. En première mi-temps, on est tous d'accord pour dire Portland va pas passer, ils sont cramés. En face, ça défend dur, les rotations ont été hyper impressionnantes. Damien Lillard est dans un trou à la Steph Curry, j'ai l'impression. Et on a ce truc de se dire, Portland a été merveilleux jusque-là, bravo à eux, mais là, ça y est, la marche est un peu trop haute, en tout cas dans l'intensité et dans les réponses à apporter, les solutions à apporter dans le jeu. Ouais, mais alors, Denver fait une super première mi-temps, défend très bien, tu l'as dit, sur des rotations, mais ne tue pas le match. Ne tue pas le match. Et j'ai même senti un peu de facilité, un peu de suffisance dans certains comportements. Un peu de relâchement sur certains comportements. Ouais. J'ai vu des sourires. Sur le banc, Jamal Murray, alors quand ils étaient à plus 12, plus 14, ils sont montés à plus 17 en première mi-temps. J'ai vu des sourires sur le banc, on est milieu deuxième quart-temps. Jamal Murray, pareil, qu'avec Seth Curry, qui lui fait une petite faute, il vient faire le mec un peu le dur. Hop, ils sont sortis, j'ai l'impression qu'ils s'y sont vus peut-être un peu trop tôt, un peu trop beau, un peu peut-être immature. Donc on rappelle que cette équipe, quand même, pour cette génération-là, eux aussi découvrent, c'est leur première campagne de play-off. C'est fou, hein. C'est dur de dire ça parce que j'aime beaucoup cette équipe, mais j'ai peut-être senti, à un moment donné, en première mi-temps notamment, de se dire bon, vas-y, c'est bon, ça va passer, ils y sont pas, nous on y est bien, ça va passer. Mais finalement, ils tuent pas le match, il y a la mi-temps, il y a 8 points, 9 points, et c'est toujours pareil, quand t'es mauvais, très mauvais pendant une mi-temps, mais que t'es qu'à 9 points, en fait, le seul truc que tu te dis, c'est on est nul et on est encore dans le match. C'est clair. Et là, le discours de coach, il est facile à la mi-temps. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Ça a été très compliqué à gérer. Donc, Portland va gagner 32-24 le troisième quart-temps et 29-24 le dernier quart-temps. Donc, ils ont clairement recollé avant de passer devant. On a réussi à avoir, alors que c'était mal engagé, un money time encore une fois de folie. C'était totalement irrespirable. D'ailleurs, on a senti que Denver était à court de jus parce qu'il y a eu un nombre de tirs courts, tu sais, petits bras et tout. Alors forcément, dans ces grands moments, c'est difficile de marquer des paniers, on va pas se mentir, mais c'est l'impression que j'ai eue, c'est que d'un côté, tu as CJ McCollum qui lui jouait tranquille dans des pantoufles, et de l'autre, Denver qui ratait tout avec des petits tirs. Bah, tu as eu quand même une opposition de style. C'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé sur la fin du money time, on s'est retrouvé avec un CJ McCollum, dès qu'il avait la balle, toute la salle était comme ça. Ils avaient peur, et tu sentais que ce mec-là, dans son langage corporel, il prenait les ballons, il allait marquer à chaque fois. Tu vois, et en face, les mecs, ils prenaient des tirs, à part celui de Jamal Murray, qui était dans le dur aussi, mais tous les mecs prenaient des tirs avec la peur au ventre et la peur de gagner. En fait, le momentum s'est tellement inversé entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps que je pense que les Nuggets, sur le dernier quart-temps, ils ont peur de gagner. Je repense à ce compte de Damien Lillard sur le de Jamal Murray. De CJ McCollum, pardon. On parle que de lui, de toute manière. Ouais, de CJ McCollum, le compte qu'il met, mais Jamal Murray, je trouve qu'il y va un peu facile. Alors, il y a Steph Curry qui revient, il est obligé de faire capable d'aller mettre qui a la tête au cercle, qui est capable d'aller mettre des dunks. Donc là, je trouve qu'il y va facile. Et derrière, il a mis un super main gauche à un moment. Et derrière, t'as Torrey Craig, non, ça c'est Harris. Et t'as Torrey Craig qui met, qui met derrière un shoot corner kata airball. Et là, quand ils font ça, je fais oh là là, ça c'est la panique, la peur de gagner. Et puis ensuite, sur le dernier match, on va revenir sur le cas Nikola Jokic, qui pour moi, il est cramé. Oui, pourquoi? Parce qu'il est mal géré. Donc il y a toute une réflexion autour de Mike Malone. Et donc en fait, les Nuggets, alors qu'on avait dit qu'ils avaient vachement appris très vite sur ces playoffs, eh ben, sur ce dernier carton-là, on avait trouvé une équipe finalement un petit peu en manque de maturité. J'avais envie de faire une ode à notre ami CJ McCollum. On va laisser 2 minutes, on va parler des Nuggets. Donc du coup, tu es en train de reprocher à Mike Malone sa gestion, tu le dis depuis d'ailleurs le match à 4 prolongations, sa gestion de Nikola Jokic. Nikola Jokic, hier soir, joue le total de 42 minutes pour 29 points, 13 rebonds, à 11 sur 26 au tir et 2 sur 6 à 3 points. 5 sur 7 au lancer franc, ce lancer franc hyper important à la fin qui leur permet pas de recoller. Ils perdent un peu aussi là-dessus. C'est parce qu'il est cramoisi. Alors, on adore Nikola Jokic. Maintenant, on sait que c'est un physique random. De 2,13 m. Lambda. Non, mais il est grand. Mais on sait qu'il n'a pas un coffre. Il n'a pas un coffre incroyable comme Ibaka peut peut-être avoir, comme des Siakam peut peut-être avoir. Il n'a pas un coffre incroyable. Donc, mais par contre, c'est un joueur magnifique où il y a beaucoup de choses qui passent par lui. Donc, tu sais que tu peux pas non plus lui mettre des 40 minutes dans la gueule pendant 15 jours. Il l'a fait sur les 4 prolongations.
il le paye d'ailleurs peut-être sur ce match 7. Si tu veux que ton joueur majeur soit bon sur les dernières minutes d'un match, gère ton match. Or, quand ils sont à plus 17, Nikola Jokic est encore sur le terrain. Il sort que finalement 7 minutes sur le match. Et Boulan, si tu veux que ton meilleur joueur, et Dieu sait qu'il lui file toutes les balles à la fin, essaie de le gérer un petit peu mieux. Sors-le au milieu de troisième quart-temps, dans des périodes un peu neutres. Et je crois que Mike Malone, là-dessus, il l'a mal fait. Et il le paye sur la fin de match parce que Nikola Jokic est non seulement bien défendu, mais en plus, il est en manque d'énergie, en manque d'air. Et du coup, on retrouve un Nikola Jokic qui prend des mauvais tirs, qui est très court et qui rate notamment des lancers francs. Donc tu es en train de dire que Mike Malone a eu un peu un coaching à coach Thibodeau. C'est-à-dire, je tire sur mes stars. Attention, avec Jamal Murray et Nikola Jokic, il leur tire beaucoup sur la gueule. C'est ces deux chouchous. Mais je le comprends. Mais moi, j'ai quand même cette théorie. Et surtout dans le basket moderne, on n'est plus à l'ancienne, là, où le basket. Parce qu'à l'ancienne, déjà, ça allait beaucoup moins vite. Là, il y a quand même des rythmes assez incroyables. Et si tu veux que tes deux stars soient. Gère-les différemment. Il y a quand même des Gary Harris. Il y a quand même même Plumlee, je trouve que c'est des bonnes rotations. Mais 19 minutes quand même, il joue Plumlee. Hein. Alors, il joue beaucoup avec Jokic, forcément. Mais je trouve qu'il doit gérer. Il y a Millsap qui peut prendre le relais à un moment donné, qui ne touche plus la balle. Je trouve qu'il peut la gérer différemment. T'es pas d'accord avec ça? Le résultat te donne raison. De toute manière, oui, effectivement, ils auraient peut-être dû un peu le gérer. Moi, j'ai quand même ce truc de dire que dans les grandes chutes de play-off, alors encore plus dans un match 5, c'est normal que tes superstars ne sortent que 5 minutes. Alors, Jokic, pas Jokic, si Jokic n'est pas en good shape, s'il n'est pas en forme physique pour jouer 42 minutes dans un match 7, eh ben c'est qu'il y a un problème à la base. Donc, c'est pas la faute de Mike Malone. Tous les joueurs, et ça, on se l'a toujours dit d'ailleurs, Makoff, on se le disait déjà, tous les joueurs, même le 10e homme, doit être en possibilité, doit avoir les capacités de jouer 48 minutes. C'est la réalité. Alors, intensité, course, tu dois être dans la capacité de le faire. Après, effectivement, oui, je pense qu'à la fin, il est tout rouge, il est cramoisi, il rate des tirs, mais il rate des tirs parce qu'il est contesté. Parce qu'il est fatigué, mais parce qu'en face, il y a du répondant et que peut-être l'expérience a joué. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en voudrais jamais à un coach de faire jouer son équipe, ses joueurs plus de 45 minutes. Parce qu'en face, on se pose pas la question. McCollum et Lillard jouent 45 minutes. Et Nescanter, il fait le ramadan, il a une épaule en truc, il joue 40 minutes. On se pose pas la question. Alors, il y a peut-être une question. Et certains vont nous dire, mais non, le match 3, oui, il joue 4 prolongations. Oui, mais au final, après, c'est la répétition de l'effort qui rentre en jeu, mais pas que la vérité d'un match. Et finalement, j'ai l'impression que finalement, sur cette série, c'est Nikola Jokic qui doit être le leader de cette équipe sur les 5 dernières minutes les plus importantes finalement de la saison, parce que se joue une qualif en finale de conf, il est court physiquement. Alors peut-être qu'il est mal géré par son coach, peut-être que lui, il doit encore travailler foncièrement pour avoir le coffre pour ça. Voilà, en tout cas, c'est plein de petites questions. Absolument. C'est plein de petites questions qu'il faudra se poser pour cet été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison des Nuggets, elle est déjà réussie. Un duo. Ils sont frustrés, mais elle est réussie. Il y a un duo en place qui est archi intéressant avec Jokic et Murray. Il y a un coach qui a des idées. Il y a des mecs qui ont éclos. Je pense notamment à Monte-Morris, à Torrey Craig qui nous ont régalé cette saison. Je ne parle pas de Gary Harris qui est mon gars sûr. Donc voilà. Donc non, mais pareil, eux frustrés, durs. Ils sont tombés sur un mec magnifique qui leur a fait une chanson incroyable. Et censé être le mauvais en plus. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, bravo aux Nuggets pour leur saison. Bravo aux Nuggets pour cette saison. Alors je vois, Harris n'est pas bon, je suis d'accord. Jamal Murray passe au travers du la pitchole. Ça, c'est vrai que voilà, ils n'ont pas fait le meilleur match de leur vie. Alors je vais donner vite fait les stats. Gary Harris, qui pour moi était bon hier quand même. Il n'a pas assez la balle parce que c'est pas lui la première option, c'est une réalité. Il finit à 15 points. Jamal Murray finit à 17 points, à 4 sur 18 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points. Ça leur a fait très très mal. Je voulais parler donc de 2 mecs du côté de Portland. Alors Damian Lillard passe vraiment à côté de son match. Il est pas loin du triple-double, mais il finit à 13 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. CJ McCollum est extraordinaire, mais Evan Turner sort du bois. Il finit à 14 points hier soir, dont 7 à la fin du match, dont les lancers francs, 1 and 1. 10 points dans le quatrième quart-temps. 10 points dans le dernier quart-temps. Alors là, c'est la surprise, c'est le factory du match. Ouais, mais après, on sait que c'est des bons joueurs, très irréguliers, mais capables de sortir du bois, et c'est ce qu'il a fait. En parlant du bois, il y a eu la blessure de Rodney Wood. Au pire des moments, parce qu'ils reviennent et tu as cette blessure où tout le monde est inquiet autour de lui. Ouais. Donc ça Rodney Wood qui a été très important dans la série, dans les fins de match. Ça peut couper un peu le rythme, et finalement, non. Et après, il y a même Zach Collins qui fait une première mi-temps honteuse, mais qui finalement. Il met un jeu important quand ils reviennent. Est bon. Et Leonard, quand même, un petit tac. Il a été nul. Ouais, mais il met un Tomar incroyable. Et finalement, pourtant, on a gagné là où on ne les attendait pas, c'est-à-dire sur la profondeur de banc. Absolument. Et regarde, ils ont joué à 10. Ils ont joué à 10. Ouais, on pensait qu'il y a des mecs que le Denver a plus de profondeur et plus d'armes
que les Blazers, ben, finalement, ça a été l'inverse. Et c'est assez surprenant. Et bravo encore, du coup, à Terry Stott, hein, qui va sur une petite finale de conf, notre ami. Ouais. Alors qu'il y a 7 ans, quand Aldridge, tout le monde bat tous mes partis chevaux, c'est le premier coach à sauter. Bravo, Erwan. Bien bravo, bien vu, il est là tranquille. Et ça va être un coach de finale de conférence. Alors, un dernier mot, parce qu'il faut qu'on aille du côté de Warriors Rockets. CJ McCollum a montré à tout le monde que c'était, je sais pas, un des tueurs de la NBA. Tu vois, je dis pas que c'est un des meilleurs joueurs de la NBA, je vais pas m'enflammer. Il n'a pas encore été All-Star, mais avec ce genre de performance, je pense que voilà, dans la tête des gens, ça va trotter. Mais il a ça en lui d'avoir un contrôle extraordinaire et cette clutch attitude qui caractérise l'habitude d'Damien Lillard. Il est à bonne école, hein, notre ami avec Ouais, Damien c'est Lillard. Je pense qu'il a appris le métier avec lui. On se souvient de son année rookie. Il joue très très peu. 2 années. C'est vrai, ces 2 premières années, parce qu'à Batum, West Matthews, donc il joue très très peu. Il a pris son mal en patience. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un joueur vraiment, c'est un tueur silencieux. Il a un contrôle, il dégage une sérénité. Il fait des efforts défensifs. On sait que c'est pas sa plus grande qualité. Il défend, hein, il fait des vrais efforts défensifs. Et puis en attaque. Puis il met des contres. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis lui maintenant. Et puis des dunks. Moi, j'ai toujours dit que ce mec-là, on le voyait pas dunker. Il était que dans le mid-range. Hier, il met un Tomar à 2 mains. Il va finir avec des super finitions. Non, je crois qu'il a tout en magasin. Et c'est encore un jeune joueur. Donc je pense que le meilleur est à venir pour ce mec-là, quoi. C'est marrant parce que. Je vais te dire, quand je vois Lillard, quand je vois ce que fait CJ McCollum, et on a toujours dit, oui, mais les limites de ces mecs-là, avec ce qu'ils sont en train de faire, le niveau, encore une fois, qu'ils ont augmenté par rapport à l'année dernière, je me dis que finalement, les Blazers ont le droit d'être ambitieux comme d'autres. C'est bien. Il y a Nomad qui me dit, CJ McCollum prouve qu'on peut encore se servir du shoot à mi-distance et que ça fait du bien dans cette NBA qui parle de ligne à 4 points. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans toutes les équipes aujourd'hui, que ce soit Kawhi Leonard, Jimmy Butler aussi, KD, hein, forcément, et CJ McCollum, dans les 4 équipes de tout ça, Chris Middleton aussi, évidemment, il y a toujours un très fort joueur qui est porté sur le tir à mi-distance. Donc, c'est vrai que c'est un petit pied de nez à notre ère du 3 points à outrance. Voilà, bravo en tout cas. Vas-y, je t'en prie. McCollum, draft. 2013, de Anthony Bennett, bien sûr. Drafté 10e, premier choix de la draft. Cleveland, Anthony Bennett. Oui, on rappelle que McCollum est de l'Ohio. Voilà. Hier, j'ai vu un tweet comme ça m'a fait bien rire. C'était Cavs FR qui a mis ça. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se ronger les ongles jusqu'à l'os. Ça, c'est sûr, parce qu'un petit truc entre Kyrie et CJ McCollum, ça aurait pu être le Lillard McCollum. En tout cas, bravo à Portland qui est la surprise clairement de cette campagne de playoff qui va en finale, c'est totalement inespéré. On fait une petite preview. C'est une équipe qui est 3e de la conférence Ouest. Absolument, c'est vrai. Qui va mais ils perdent leur pivot. C'est pour ça. Ils perdent aussi New York. Ça reste une. Alors, ils sont pas tombés contre les Rockets au 2e tour, oui, mais bravo. On parlera de la preview en 30 secondes. Ok, ça te dérange pas, on va sur la preview dans exactement 10 minutes parce qu'il faut absolument qu'on revienne sur un match qui a eu lieu le mois dernier, j'ai l'impression. Donc allons du côté de Houston, puisque le match 6 entre les Warriors et les Rockets s'est déroulé vendredi soir. C'était à 3h du mat, mais on était tellement nombreux en direct, c'était vraiment le match à ne pas rater. Il s'est passé énormément de choses. Alors d'abord, on va parler vite fait de cette équipe de Golden State qui, sans Kevin Durant et avec Steph Curry, Klay Thompson, Iguodala, Draymond Green, a gagné un match. Et on attendait justement une réaction de cette équipe-là, je l'appelle les Warriors d'origine. On ne peut plus, j'espère qu'on ne sous-estimera plus jamais ce que c'est d'être champion, de gagner des titres. Excuse-nous, Ruditi. Non mais les Rockets auraient dû le savoir, de gagner des titres. C'est un vécu, c'est des choses. Et certes, ces Warriors-là, c'est ce que j'ai dit jeudi, se sont construits d'abord sans Kevin Durant. Ils ont été, et quand je dis construits, c'est champion et gagné 73 matchs. Alors, certes, Kevin Durant est arrivé et a redistribué certaines cartes. Et c'est normal et c'est logique. Mais il ne faut pas oublier que les Green, Iguodala, MVP des finales, Curry, 2 fois MVP, Klay Thompson, Livingstone, Bogut et Steve Kerr, tout ça, ces mecs-là ont un vécu que le meilleur vécu certainement de NBA. Et ça s'est vu dans ce match-là. Ils sont arrivés à Houston en mission. Ils ne sont pas arrivés à Houston en victime. Ah, on n'a pas qui dit. Ils sont arrivés en mode. On connaît, on sait. Par Klay Thompson d'ailleurs au début. Par Klay Thompson. Parce que Steph. Et je dis toujours, il y a un truc au basket, c'est savoir comment on gagne. Et ces Warriors-là, même sans KD, ils savent comment on gagne. Ils savent faire des stops, ils savent mettre des paniers quand il faut, ils savent gérer les moments forts. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bravo, ils m'ont régalé. Ouais, bravo. Juste après le match 5, qu'ils avaient gagné d'ailleurs sans KD, parce qu'on l'a complètement oublié, mais ils ont gagné cette fin de match sans KD avec un grand Steph Curry. On se posait la question de comment allait se terminer cette série. On pensait que soit Houston allait faire cet exploit incroyable de sortir les Warriors, hein, côté face, et côté pile, est-ce que cette équipe allait avoir... pas ce qu'il fallait, parce qu'on savait qu'il avait en tout cas un cœur assez gros pour aller faire un exploit. On l'appelait un exploit alors que l'équipe est quand même incroyable. Et on a su très rapidement, mine de rien, sur un match, que c'était vraiment, même sans KD, une équipe à abattre, le grand champion, l'extraterrestre. Et quand on parle de meilleure équipe de tous les temps, c'est pour ces moments-là aussi, parce qu'ils n'ont perdu en 4 ans qu'une seule série de playoffs et une série
qu'on pourrait faire 1000 fois, je pense qu'il la perdrait pas. Donc c'était un moment incroyable. Allons dans ce match-là, Steph Curry est à 0 points à la mi-temps. Il est nul. On est encore. Il est comme dans le match 5, il est nul. On est encore. Il est nul. On est encore dans ces écarts de niveau entre Steph Curry. Et la première mi-temps qu'il fait, je suis devant la télé, je me dis, mais c'est pas possible. On va le défoncer. Moi, je me suis dit, on va le défoncer lundi. Non, mais je me dis, c'est pas possible. Je fais comment il peut être aussi à l'envers que ça, quoi. Il prend des fautes, il rate des layups. Oui. Il est catastrophique. Je sais pas. Peut-être qu'il a dû lire l'interview de sa femme avant le match. Donc, une bonne raison de faire la gueule. Hein. Donc, je me dis, mais par contre, quand je vois tonton Thompson s'occuper de tout, concentré, visage fermé. De là, très fort. Draymond Green, très fort. Ils sont dans le match, de toute manière. Tu sais, Steph Curry, pour lui rendre hommage sur sa première mi-temps catastrophique, sur le visage, il n'y a rien qui transparaît. Ouais. Et ça c'est quand même une marque de. Il sait, j'ai l'impression qu'il a tellement confiance en lui. Alors, c'est un joueur unique. Hein. Je pense qu'on a rarement vu des joueurs avoir des up and down comme ça dans des matchs. Mais ce qui est bien, c'est que les downs, il les a au début et les up, il les a à la fin. Donc, finalement, il y en a d'autres qui inversent. Hein. C'est mieux ça qui inverse. En tout cas, sur son visage, il n'y a rien qui transparaît. Il sait que son moment va venir. Quel moment? Et le moment arrive sur je crois, alors de mémoire, c'est un lay-up à gauche, main droite comme ça. Je pense qu'il ne reste 9,50 dans le troisième quart-temps. Et derrière, il a allumé la lumière. Il fallait juste qu'il marque ce premier panier. Il finit à 33 points. Alors oui, il y a des lancers pour faire gonfler un peu, mais il faut les mettre. Il met 6 lancers francs à la fin du match. 23 points dans le dernier quart-temps. Des tirs extraordinaires. Celui sur Tucker dans le quatrième quart-temps. J'ai tellement crié. C'est vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est incroyable. Le tir de Klay Thompson derrière avec la photo de KD chez lui qui est comme ça, qui célèbre. Cette équipe je sais pas, il y a des émotions incroyables et surtout des émotions et des gros tirs que n'arrive pas à faire cette équipe de Houston. Parce qu'on va aller sur Houston maintenant. Pourquoi cette équipe arrive à gagner? Tu l'as dit, ils connaissent le chemin. Des stops et des énormes tirs à 3 points, ce qui n'arrange rien, qui mettent des coups de bambou sur la tête, ce que n'arrive pas à faire Houston. Ça leur plaît quand même. Hein. On dirait, tu vois, dans la ville, t'as Mimicicu qui met des fléchettes dans le cou. Les Warriors, ils mettent les Warriors, c'est pareil, c'est les Mimicicu de la NBA. Ils adorent ça. Par contre, mais c'est pas des 3 points qui tombent de nulle part. C'est d'abord, avant tout, un socle défensif. Et on parle de Klay Thompson qui fait une première mi-temps incroyable et qui met le tir pour tuer le match aussi. Ne l'oublions pas. Monsieur sur James Harden. Avant ça. Et puis ce que j'ai adoré, c'est cette défense des Warriors. Et puis cette nouvelle mode, on ne change plus. On arrête de changer sur pick and roll. Surtout quand c'est Steph Curry. On arrête de changer sur pick and roll. Même Klay Thompson fait ça. On aide. Le défenseur sur le pick vient reprendre et on va reprendre après le picker. Et tu sais pourquoi ils font ça? Ça change beaucoup de choses. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce que James Harden, quand il prend des pick and roll, à part quand c'est Capella, il n'attaque jamais derrière. Tu vois, les meneurs de jeu, normalement, Chris Paul l'a fait toute sa carrière, Steph Curry, Lillard, Iverson, je m'en fous. En fait, le but d'un pick and roll, normalement, c'est de changer et d'avoir un décalage. James Harden, il change pour avoir un meilleur défenseur sur lui, un meilleur match favorable. Tu vois, et donc derrière, il est là, et en fait, ça laisse le temps de faire un truc de grand pour Steph Curry, et derrière, le défenseur, donc en général, Klay Thompson et Iguodala, ont le temps de reprendre parce qu'il n'attaque pas derrière. J'ai bien aimé cette adaptation défensive. Mais ils le font le match. Je suis très frustré, moi, chaque fois qu'on change systématiquement sur tout. J'aime bien qu'on adapte selon les joueurs, et c'est ce qu'a fait Steve Kerr là. Allez, j'aime bien quand même, tu vois, ça a toujours de la gueule quand même. Hein. Un step-out, tu tiens le mec, ton mec revient, tu fais des grands gestes. C'est quand même. Hein, un peu d'aide à l'opposé. On va pas te l'enlever, ça. On aime bien ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Bref, on a parlé des Warriors, on en parlera dans 30 secondes. Ils l'ont fait sur Lillard hier aussi. Hein. Ils l'ont fait sur Lillard, ouais. On en parlera vite fait. Parlons de Houston, il y a pas mal de trucs à dire. James Harden, j'ai envie d'avoir ton avis, parce que lorsque j'ai regardé le match, je me suis pas dit il est mauvais, il passe à côté. Non. Ensuite, le lendemain, je regarde, il a pris encore 3 tirs, je crois, dans les 9 dernières minutes. Et c'est le même phénomène qui s'est passé sur le match 5. C'est assez bizarre. Moi, je n'arrive pas et j'ai pas envie de tirer sur James Harden. Il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. C'est un joueur magnifique. Maintenant, cette méthode-là, avec ce coach-là, c'est les limites des trucs, on le sait. Hein, d'Anthony, et avant Harden, il a eu Steve Nash, double MVP, il a eu des Stoudemire, il a eu des Boris Dio, des Shane Martin, il avait une équipe assez énorme, et pour les mêmes raisons, il se cassait la tête. Avant, il défendait pas, là, il défend. J'allais arriver. Houston, en plus, s'est mis à défendre, vraiment, plutôt sérieusement. Maintenant, il manque un petit peu certaines choses, et puis je te dis, j'ai du mal à lui tirer dessus, parce que pour moi, les Warriors, ils perdent contre la meilleure équipe de tous les temps. Même sans KD, les Knicks ont perdu contre Jordan. Les Knicks ont perdu contre Jordan. Ils sont pas plus forts, longtemps. Les Rockets, là. Mais moi, j'ai l'impression que les équipes, ils n'avaient pas de MVP, les Knicks, là. Hein. Moi, je les adore, mais ils n'avaient pas de MVP dans leur équipe. En tout cas, c'est une équipe qui aurait au moins gagné 1 ou 2 titres s'il n'y a pas eu Jordan. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que Houston et James Harden, ils perdent contre des Warriors qui, même sans KD, les Warriors sont une meilleure équipe que les Rockets. Ça, c'est vrai. C'est un constat, mais les Warriors, très difficile à accepter, Warriors, avec KD, sont une meilleure équipe que les Rockets. Et au-delà des saisons régulières, on le voit sur ces playoffs-là.
On le voit sur ses playoffs. Ce qui est dingue dans ce match, c'est que Chris Paul, on peut pas lui tomber dessus. 38 minutes. Alors sur la série, on peut en discuter. Moi, un mec qui finit à 27 et 10, qui prend le leadership à un moment donné de cette équipe qui enchaîne les paniers, c'est plus le Chris Paul d'avant qui faisait jouer, qui était le système de jeu. Là, c'est un Chris Paul. Bah, maintenant on a un peu l'habitude, mais qui est que dans le 1 contre 1. Et il est très fort sur un contre 1, il enchaîne. Quand je vois un Eric Gordon à 4 sur 10 à 9 points seulement, Clint Capella à 10 et 10, je leur veux même pas parce que c'est difficile le match-up. Kevin Looney est magnifique en face. Monsieur Kevin Looney. Et pourtant, on lui tombe beaucoup dessus à Clint Capella, alors qu'en fait, sa grande qualité à Clint Capella, là où il met la plupart de ses points, c'est le pick and roll central. Et on va expliquer que la défense a changé sur le pick and roll. Donc, forcément, ils ont coupé ce pick and roll central, cette relation Harden-Capella qui lui fait marquer 13-15 points par match. Là, ils ont coupé ça, forcément, il marque moins de points. Après, si vous attendez que Capella il se fasse du post-up et que ça soit le digne héritier d'Hakeem Olajuwon, bon, évidemment, les gars, vous pouvez attendre encore longtemps. Non, c'est pas ce qu'on dit. Là. Par contre, là, je te rejoins, c'est que Clint Capella est très fort face aux pivots normaux. Dès que c'est Draymond Green qui est pas du tout un pivot, il est en souffrance, c'est normal. Après, être dominé par Kevin Looney, après, les gens ont le droit de se poser des questions, parce que M. Kevin Looney était quand même, encore une fois, incroyable sur les 2 derniers matchs. Je voulais faire le parallèle entre James Harden et Kawhi Leonard, parce que ce sont 2 joueurs extraordinaires, sûrement top 5 de la Ligue, top 3 pour certains, meilleurs joueurs de la Ligue pour d'autres, c'est pas mon problème. Ce qui me pose problème, moi, avec James Harden, sur ces 2 fins de match, je vais pas lui tirer dessus, j'adore ce qu'il est, c'est que je ne comprends pas qu'un joueur aussi fort, n'ait pas l'impact espéré par son équipe. Kawhi Leonard hier, tu gagnes ou tu perds. En tout cas, ce sera passé par lui. Il aura mis 40 tirs, il aura tenté 40 tirs, il aura tenté des choses. James Harden, sur ces 2 fins de match, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur, normal. On peut dire qu'il a joué juste, je l'entends, mais moi j'attends de ces joueurs ultimes qui forcent le destin. Mais qui ratent, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On lui tombera dessus. C'est quand même un débat incroyable, alors que James Harden, à qui certains reprochent de forcer trop dans la saison, oui. Pendant la saison, mais en même temps indéfendable, et qui finalement, sur les 2 matchs les plus importants de la saison, il s'échappe. Pas s'échappe, mais il essaie de jouer plus juste et veut impliquer un peu plus ses coéquipiers. Alors qu'en fait, dans le corner. Alors qu'en fait, on a envie que non, au contraire, c'est lui qui prenne ses responsabilités. Comme dans le match, tu sais, c'était quand le match à Golden State cette saison où il met un tir sur 2 mecs là. En fait, c'est dans ces moments-là que tu as besoin d'avoir ces actions-là. Parce que pour battre les Warriors, il faut être parfait, il faut être millésime du siècle et tout. Et là, c'est vrai qu'échapper, c'est dur. Je dis pas qu'il a été nul et tout ça, je dis pas ça. Je dis qu'il n'a pas eu l'impact du joueur qu'il est. Et donc, c'est normal de lui tomber au-dessus aussi, tu vois. Il n'est pas exemple de te reproche, il a perdu, le mec. De toute façon, la NBA, c'est un monde impitoyable. Quand ton équipe se fait éliminer, la superstar. La superstar, le franchise player, il est forcément toujours. Kyrie Irving, c'était le cas avec Boston, et c'est normal. Là, James Harden, c'est le cas avec lui. On peut revenir quand même sur Chris Paul, qui a un énorme contrat et qui fait un match sur 6 sur la série. C'est quand même pas assez. S'il gagne l'année prochaine, on en parlera. On verra. On en verra. Mais oui, après, mais je pense qu'il y a des réflexions à voir. Ils ont quand même, avec Chris Paul et James Harden, 2 joueurs supérieurs. Il y a des mecs comme PJ Tucker qui ont montré qu'ils voulaient rester à Houston, qui sont des vrais soldats, à l'image d'un Draymond Green chez les Warriors. Il va falloir réfléchir. Je crois vraiment, par contre, que le système d'Anthony, on le sait maintenant, ça fait 15 ans. Tu couperais le coach là? Si tu as l'assurance que KD se barre des Warriors, tu coupes le coach? Pas moi. Moi, je te dis. Pas moi. Moi, je le coupe. Parce que d'Anthony, c'est même pas une histoire des Warriors ou pas Warriors, c'est que le système d'Anthony ne t'amènera jamais au titre. Ou même en finale. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'il n'ait jamais eue, même celle des Suns qui était merveilleuse. Pour moi, ça, c'est une meilleure équipe. Il y a plus de choses dans l'équipe. Et tu perds ta encore. Star et un meilleur joueur. Tu perds encore. Ouais, tu perds encore. Mais parce que tu l'as dit, il faut savoir, au bout d'un moment. C'est la meilleure équipe incroyable. Moi, je reviens, si KD se barre et que les Thompson re-signent et que cette équipe, de toute façon, ne risque pas de bouger beaucoup, qu'en plus, tu rajoutes un autre free agent parce que tu auras de l'oseille pour un autre gars. Qui ça? Tu parles de qui, toi? Des Warriors. Non, ils vont un peu. Non. T'as un salaire comme ça, on t'oblige. Marcus Cousins, tu peux le re-signer par exemple. Oui, mais d'accord, mais il faut qu'il pas cher. C'est pas un free agent. Donc, on va faire. D'ailleurs, Marcus Cousins qui pourrait revenir dans le. On va faire un plus simple. Pour moi, même si KD se barre, les Warriors restent une meilleure équipe que les Rockets. Oui, mais bon, l'écart ça se réduit. Oui, l'écart se réduit très bien, mais ils perdent. À la fin. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais... Moi, je te dis, je pense que le système d'Anthony, je l'ai vu avec Phoenix, je me souviens des matchs, la frustration, parce que à la fin, j'étais à fond derrière Boris. Moi, j'en ai. Honnêtement, le système d'Anthony, c'est bien. C'est un bon coach qui a des idées, mais ces idées-là ne t'amènent pas en finale NBA ou même encore moins au titre. De toute manière, factuellement, tu as entièrement raison. Moi, je dirais quand même qu'il faut le garder parce que j'ai l'impression que Houston ne pourra jamais. Moi, en fait, ma crainte pour Houston, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne seront jamais plus forts que ce qu'ils ont été l'année dernière et cette année. Et ça.
Ça veut dire que pour la suite, peut-être qu'ils n'iront jamais en finale NBA. Bon, bref, on en reparlera de toute manière. Ce serait un très intéressant. Si tu le coupes pas, tu fais quoi cet été, Thomas? Je te promets qu'on refera une vidéo plus tard pour parler de tout ça, parce que sinon, on s'en sortira pas. Mais promis, on va vous faire toutes ces équipes qui sont tu vois, à rien d'être en finale NBA, on fera des petites vidéos pour voir tu signes qui, tu coupes qui, t'amènes qui. Évidemment, tu vois, par exemple, Steve Rivers, je fais tout pour le garder. Il a été, il était magnifique dans ce rôle-là. Qui ne pas comme l'année dernière à perdre tous leurs soldats. Exactement, parce que tu mets 6 mois à t'en remettre. Allons sur la preview, puisqu'il y a une finale de conférence qui va se jouer dès cette semaine entre Portland et Golden State. Alors là, qui l'aurait prédit en début de série? On va aller voir les petites clés, s'il te plaît, mon Polo, de cette petite série. Alors, Passepartout revient. Le duel des bas courtes, waouh, c'est pas le truc le plus difficile. Le retour de KD, c'est un point d'interrogation. Et Portland peut step up. Alors, ce qu'on veut dire par là, et d'ailleurs, on peut commencer par là, je pense, Erwan, c'est est-ce que d'après toi, Portland peut se mettre au niveau des Warriors? Il va falloir, hein, parce que sinon, il y a moins que ça soit rouleau compresseur. Alors, on va pas se mentir, la marche me paraît un peu trop haute. Maintenant, les deux fous qui sont McCollum et Lillard peuvent nous surprendre. Et surtout, je pense que Lillard, retour à Auckland, c'est la dernière saison des Warriors à Auckland. Il y a un message. Je crois qu'il a toujours, avec beaucoup de respect, mais je crois qu'il rêvait de jouer une finale de conf face à Steph Curry. Il en a envie, donc ça va être super intéressant. Évidemment, ils ne partent pas favoris. Maintenant, cette équipe, elle a réussi sa saison largement, ils auront rien à perdre et voilà, attention à ces mecs-là. Moi, je suis surpris tour après tour après les Blazers. Donc je vais pas les condamner loin de là. Mais en tout cas, ce duel, pour rebondir sur le step-up, ce duel avec Klay Thompson et Steph Curry face à McCollum et Lillard, c'est l'un des trucs les plus excitants. Tu disais que c'est le truc le plus excitant qui va mettre nos devoirs depuis bien longtemps. Tu sais, hier, on parlait un peu de qui est-ce qu'on a envie de voir, entre guillemets, face aux Warriors, qui peut poser le plus de problèmes aux Warriors. Moi, j'étais persuadé que c'était Denver, au vu de la profondeur de banc, des atouts qu'il y a dans l'équipe. Je pense vraiment qu'il y a une vraie différence de niveau entre les deux équipes, hein, on va pas se mentir. Je vois, tu vois, Portland gagner peut-être un match au forceps, à l'orgueil, à domicile. Mais bon, j'ai envie d'être surpris. Évidemment, c'est une finale de conférence. Les gars sont peut-être cramés, pas cramés. Tu l'as dit, Damien Lillard, bon, il va falloir qu'il se mette dans un congélo complet comme ça, parce qu'il m'a l'air fatigué s'il veut espérer prendre des matchs. Mais on a tellement envie et on a tellement d'espoir de voir une belle série en finale de conférence que voilà, on va les soutenir un petit peu. Une question de Yann, Erwan, tu peux répondre. À votre avis, Del Curry a un fils préféré? Ils vont soutenir qui, les parents Curry, là? Est-ce que la mère va mettre un truc et l'autre en tout cas, ce qui est bien pour les parents, c'est qu'ils vont arrêter de se faire des allers-retours incroyables, parce qu'ils allaient à Portland, puis après ils allaient à Houston, Golden State, et puis après, donc là, au moins, ils pourront suivre la série ensemble. Non, je sais pas. Tu dis quoi, toi? Vas-y, moi, je pense qu'il va faire Steph Curry, il est meilleur. C'est les parents. Oh, l'horreur, choix de Sophie. Ouais, c'est cata. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez sincèrement que Portland peut avoir une chance de cette série. Moi, j'ai l'impression que non. Moi, je pense que personne n'a de chance contre les Warriors. Donc, surtout après, à part Kawhi et peut-être Houston, personne. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Après ça va. Alors, on parle beaucoup de ce duel de backcourt. Par contre, ça va maillotcher terrible à l'intérieur. Hein. Le père Quinter face à Draymond Green, je peux te garantir, il va y avoir au moins quelques co-techniques ensemble. Ça va pas mal brasser. Je pense aussi à l'intérieur, ça va être intéressant. Les Moirclays, tout ça, ils vont aller au charbon. Et ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir répondre à ce duo Iguodala-Green qui fait un carnage là depuis que les deux sont alignés dans le 5. André Iguodala fait une campagne de playoff. C'est une des meilleures campagnes de playoff que je l'ai vu faire depuis qu'il a été MVP, je crois, de trucs dans l'impact, dans l'adresse. Par moment, il refuse quelques tirs, mais c'est pas grave parce que derrière, hop, il trouve Steph Curry ou Klay Thompson pour mettre une filoche. En fait, l'équipe des Warriors, sans KD, sans Boogie, alors pour dire un mot, Kevin Durant, donc on l'a mis dans les clés, va être réévalué, donc c'était cette semaine, donc là je pense lundi ou mardi, pour savoir quelle est sa durée d'indisponibilité. Il pourrait revenir là, mais si c'est grave, il peut encore manquer une semaine, à voir ce qu'ils feront. Et Boogie Cousins, on avait dit au début, on verra comment sa blessure évolue. Il vous avait un protocole pour pas l'opérer. Ils attendaient quelques semaines. Là, on va arriver à la fin de ce protocole et on verra s'il peut jouer ou pas. Parce que ce serait quand même une énorme surprise de le voir revenir dans cette campagne de playoff. Mais bon, pourquoi pas après tout. C'est la meilleure des choses. Hein. Pour lui? Pour l'équipe. Tu penses qu'il faut rester comme ça, toi? Difficile d'aller contre toi. Difficile. Alors, sur le backcourt, qui va prendre l'avantage? Curry, Klay contre McCollum et Lillard. Ah, moi, je pense que ça va être du kiff-kiff, vraiment. C'est pas là que ça se joue. Regarde les petites stats en playoff des deux meneurs. Non, je pense pas. Tu vois, je pense que c'est très très proche. Je pense que Klay va s'envoyer clairement sur McCollum. Ou en fonction de qui est chaud. Ouais, on va voir qui est chaud, mais... Parce que si tu envoies Curry sur... Parce qu'il y a Steph Curry qui joue beaucoup. Hein. Après, je pense qu'Iguodala va s'occuper d'un des deux. Hein.
Et là, avec son envergure et tout, il peut aussi les gêner. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qu'on fait sur les pick and roll, ce qu'on fait sur l'un contre un, qui on met. Est-ce qu'on leur met, je te dis, moi, Iguodala, des grands comme ça, avec une grande envergure et qui peut les tenir sur la vitesse. Ça va être super intéressant. Ce qu'il faut dire aussi sur les Warriors, c'est qu'ils ont, sur ce match 6 à Houston, qui est un chef-d'œuvre pour eux, ils ont retrouvé un banc. Ce qui n'était pas le cas sur ces playoffs-là. Monsieur Kevin Looney. Ils ont retrouvé un banc avec Kevin Looney, avec Sean Livingston qui est bon aussi. Jerebko qui fait des passages corrects. Donc, ils ont retrouvé un banc. Donc voilà, ça peut aussi avoir son importance dans cette finale de coupe. C'est le moment du prono, Erwan. Les Warriors 4-1. 4-1 aussi parce qu'on les aime bien. Si ça va en 6 matchs, bravo à Portland. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit pronostic s'il vous plaît. Je vois Boombox qui nous dit la clé ce n'est pas Steph Curry, Klay Thompson, c'est KD le monstre. C'est vrai que bon ils ont Aminou qui a été sorti de la rotation mais qui va revenir je pense si KD revient. Moi Harkless pour défendre dessus. Mais bon, qui peut défendre sur KD? Absolument personne, même si il joue à 80%. Je vois que du balai, du sweep Warriors, 4-1 aussi. On est tous plutôt d'accord. Bon, c'est intéressant à suivre. Ouais, grave, j'ai hâte. Le premier match, c'est mardi soir. Mardi soir, on est lundi, donc demain soir. Ce soir, on pourra dormir. C'est bien aussi les nuits sans match, comme ça on peut se reposer pour être frais et dispo pour la suite de la joute. On va aller donc, on va rester même dans Californie pour parler des Lakers, puisque nos amis ont choisi leur ticket de coach. Alors allons-y, on va parler de Frank Vogel. C'est parti.